il est important pour l'avenir d'avoir des voitures plus écologiques. Mais nous souhaitons qu'elles remplissent le rôle que nous attendons d'elles. Pour se faire une opinion valable, il est nécessaire d'avoir l'ordre de grandeur de leurs principales caractéristiques et de pouvoir les comparer aux caractéristiques connues des voitures actuelles. Mais nulle part je n'ai pu trouver une information synthétique sur l'ensemble de ces caractéristiques. Je me suis donc efforcé de reconstituer ces caractéristiques à partir d'informations émanant de Wikipédia, de sites constructeurs, de sites d'information scientifiques, etc. Pour que les chiffres soient significatifs, il est nécessaire de tenir compte non seulement de ce qui se passe quand la voiture roule, mais de toute la chaîne, depuis la conversion de l'énergie primaire mise à notre disposition dans la nature jusqu'à l'énergie qui arrive aux roues. En effet, les énergies utilisables dans nos véhicules, essence, gazole, électricité, air comprimé, hydrogène, ne sont pas disponibles dans la nature. Il faut partir d'énergies qui sont disponibles dans la nature, dites énergies primaires, et les convertir dans ces énergies. Ensuite, ces énergies, grâce au moteur, vont être converties en énergie mécanique transmise aux roues. Chacune de ces conversions énergétiques s'accompagne de pertes souvent importantes en chaleur, éventuellement aussi d'émissions de CO2 ou de polluants nocifs pour la santé. Le schéma montre ce qui se passe avec une voiture au gazole. Le gazole est fourni au moteur. Le moteur a des pertes en chaleur importantes et il émet du CO2 et il émet des polluants nocifs pour la santé lorsqu'il se concentre dans les villes. Ensuite, l'énergie mécanique est transmise aux roues par la boîte de vitesse qui a des pertes par frottement. Et une partie de l'énergie va aux accessoires de la voiture. Ensuite, il ne faut pas oublier que le gazole ne se trouve pas dans la nature et qu'il faut partir du pétrole brut et le raffiner. Mais ce raffinage, ici, s'accompagne de pertes extrêmement importantes, c'est-à-dire que là, il faut plus d'énergie pour raffiner le pétrole que celui-ci va nous fournir sous forme de gazole. Donc des pertes en chaleur extrêmement importantes et bien sûr pour cela aussi une émission de CO2. Notre routière au gazole fournit 12 kWh aux roues pour faire 100 km. Donc ça va nous servir de référence et nous allons faire des comparaisons avec des voitures qui auraient les mêmes caractéristiques pour 100 km, 12 kWh aux roues. Et les chiffres qui sont indiqués évidemment d'émissions de CO2, etc., correspondent à ces 100 km. Pour une voiture à essence, c'est le même schéma, mais les chiffres sont un peu moins favorables. Ça, tout le monde le sait. Pour l'électricité, nous voyons qu'il y a plutôt moins de conversions, que celles-ci ont des pertes inférieures. Par exemple, le moteur électrique a beaucoup moins de pertes. La transmission également en a moins parce qu'il n'y a pas de changement de vitesse. Mais par contre, il faudra produire de l'énergie électrique et suivant la façon dont elle est produite, il y aura des émissions de CO2 plus ou moins importantes. Et nous savons que les émissions de CO2 vont dans l'atmosphère pour provoquer le réchauffement climatique, peu importe d'où elles sont émises, que ce soit de la voiture ou d'une usine. Pour l'hydrogène, le schéma est parmi les plus compliqués et les conversions sont très nombreuses, ce qui va donc occasionner effectivement des pertes importantes. Ici, je suis parti de l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité. Il y a d'autres façons de le faire, mais dans tous les cas, on obtient des résultats qui ne sont pas très intéressants du point de vue de la production. Alors, cette production électrique
va envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Et après, on aura des pertes dans la production d'hydrogène, dans le réservoir d'hydrogène, dans la pile à combustible. Et après les pertes, on se retrouve avec une voiture électrique avec des pertes faibles. Mais on voit que l'ensemble des pertes est importante et que là aussi, on va émettre du CO2. Et voici l'air comprimé. Alors l'air comprimé, on va voir des émissions de CO2, bien sûr, à la fabrication de l'énergie électrique qui va entraîner le compresseur. Le compresseur a des pertes importantes. Le réservoir d'air comprimé, on verra que son gros inconvénient, c'est son volume. Et après, on a le moteur à air comprimé qui a également des pertes importantes. Et une transmission mécanique qui, elle en a moins, mais on voit que là encore, on va avoir des pertes non négligeables et des émissions de CO2. Voici le tableau récapitulatif. Tout ce qui est situé dans ce cadre ici correspond à 100 km de parcours. Ce sont des chiffres qui correspondent à 100 km de parcours avec une voiture qui a les mêmes performances qu'une voiture actuelle, c'est-à-dire une routière qui fournit 12 kWh pour 100 km à ses roues. En ce qui concerne l'essence et le gazole, nous connaissons le coût d'énergie, mais en ce qui concerne le CO2, il s'agit ici du CO2 émis, donc toujours pour nos 100 km, mais émis aussi bien au moment où la voiture va rouler que du CO2 qui a été émis lors de la raffinerie de l'essence ou du gazole. En ce qui concerne les volumes du réservoir, on sait qu'ils sont faibles et qui permettent une grande autonomie. Par contre, un inconvénient évidemment important, c'est la pollution en ville, en particulier du gazole, qui est nocif pour la santé parce qu'en ville, il y a une concentration qui peut se produire. Avec l'électrique, les pertes sont relativement faibles, donc on a une quantité d'énergie électrique nécessaire qui est assez faible, d'où le coût bas ici de l'énergie, et d'où la quantité de CO2 émise par la fabrication de cette électricité assez faible également, très faible en France parce que c'est une production essentiellement nucléaire, beaucoup plus élevée en Allemagne ou Danemark par exemple parce que c'est essentiellement au charbon, même s'il y a des éoliennes en quantité. Le gros problème de la voiture électrique, c'est la batterie qui coûte extrêmement cher et qui a un volume très important qui va donc limiter son autonomie. Enfin, la batterie est constituée avec des éléments qui ne sont pas tous écologiques. La voiture électrique est effectivement non polluante en ville, mais par contre elle a un gros ennui, c'est son temps de recharge, dont on peut peut-être espérer qu'il s'améliorera à l'avenir. Pour l'hydrogène, il y a beaucoup de conversions d'énergie, ce qui entraîne une quantité d'énergie à produire au départ assez élevée et d'autre part, en même temps, une production de CO2 également élevée. Ici, j'ai pris une production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, mais il y a d'autres solutions qui donnent un coût d'énergie nettement plus faible, mais au point de vue du CO2, on va encore rester certainement dans des quantités élevées à cause du nombre de conversions. Le stockage se fait soit dans un réservoir à haute pression, auquel cas ça occupe quand même un volume important, ou par absorption dans un solide, et ce système semble plus intéressant puisqu'il rejoint les volumes occupés par nos carburants actuels. Il n'y a évidemment pas de pollution en ville et le plein reste rapide. L'air comprimé nécessite moins de conversion, mais par contre, la compression de l'air, le moteur à air comprimé ont des pertes relativement importantes, ce qui fait qu'il faut là aussi beaucoup d'énergie au départ et que de ce fait, il y a un coût d'énergie élevé et des pertes en CO2 élevées. Le gros problème aussi, c'est le volume du réservoir qui atteint 270 litres pour nos 100 km, ce qui est vraiment prohibitif. Il n'y a pas de pollution évidemment en ville,
et le plein reste relativement rapide. Enfin, il existe également des voitures hybrides. Alors des hybrides sans recharge électrique à la maison, qui à ce moment-là sont en fait des voitures à essence, mais qui ont la possibilité, lorsqu'elles roulent, de recharger des batteries et d'utiliser cette recharge pour circuler à l'électrique en ville, donc de ne pas polluer en ville. Mais finalement, les caractéristiques sont celles, encore une fois, d'une voiture à essence, sauf le prix qui est celui d'une voiture électrique. En ce qui concerne les hybrides rechargeables, elles ont, suivant qu'on utilise en électrique ou en essence, les caractéristiques un peu de l'une ou de l'autre, sachant quand même que son avantage effectivement c'est l'autonomie, puisqu'il y a l'essence de toute façon qui vient là à la rescousse. Mais là aussi le prix est très élevé. Ces chiffres assez difficiles à déterminer, surtout en ce qui concerne l'hydrogène et l'air comprimé, qui ne sont encore qu'en développement, permettent tout de même de se faire une première idée sur l'ensemble de ces automobiles. Mais surtout, il montre que nous sommes encore très loin d'avoir trouvé la solution de remplacement à nos véhicules actuels.